connaissances sur le panafricanisme, c'est ce qu'on fera. Donc avant de vous présenter l'ouvrage Africa Unite de Hamzat Boukari Yabara, je vais d'abord vous présenter d'autres ouvrages que je vous recommande vivement et qu'il faut absolument que vous puissiez vous procurer. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est l'ouvrage d'un jeune, brillant, un jeune intellectuel camerounais extrêmement brillant qui est un génie à mon sens et qui nous a commis des ouvrages qui, ma foi, me semblent importants pour pousser la jeunesse camerounaise à s'engager dans le champ politique, à suivre donc la scène politique camerounaise, à s'intéresser au programme politique, à s'intéresser aux partis politiques, à s'intéresser à l'évolution politique du Cameroun pour pouvoir participer donc à sa renaissance finalement. C'est un génie qu'on ne présente plus. Je ne vais donc pas faire énormément de commentaires, mais je vais vous présenter l'ouvrage que je vous invite à acheter. Si vous l'avez déjà acheté quand même pour offrir, c'est ce magnifique ouvrage. Tu dois t'impliquer, que moi-même je me suis procuré. Donc, c'est un ouvrage de Claude Wilfrid Ekanga qu'on ne présente plus. La partie il faut ce livre-là. Qui a écrit ça? Il faut ce livre-là en urgence. Je me pose la question, mais merci de me laisser terminer. La particularité qu'il y a avec Claude Wilfrid Ekanga, c'est que c'est un jeune Camerounais que moi je découvre dans la sphère du panafricanisme justement dont nous parlons aujourd'hui. Avant que les gens ne le découvrent en tant que militant d'un parti politique camerounais, c'était déjà quelqu'un qui élevait la voix pour parler du panafricanisme, des questions de franc CFA et autres. Donc je le suivais, notamment dans des vidéos, dans des interviews et autres, où il parlait de panafricanisme. Et à l'époque, je disais déjà qu'il est brillant. Mais là où je suis encore plus en mesure de dire que c'est un véritable génie, c'est dans ses écrits. Il a là une plume qui est particulière, avec une manière de narrer, de raconter, de préciser les choses qui dépassent le cadre de ce que les plus grands ont pu faire. En tout cas, qu'un certain nombre de plus grands ont pu faire. Je vous recommande donc vivement cet ouvrage de Wilfrid Ekanga. Wilfrid Ekanga, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne. C'est un de ses ouvrages. Il a un deuxième ouvrage que vous pouvez également vous procurer, qui est là, que je vous remontrerai encore par la suite. Donc, Le village d'Ining. C'est un autre ouvrage qui ne parle certes pas forcément directement de politique, mais de société, de faits de société, qui est tout aussi intéressant à lire, que je vous recommande donc vivement. Ça montre que le Cameroun, comme l'Afrique entière, a du génie. Et surtout, que contrairement à ce qu'on nous a souvent fait croire, l'Afrique a écrit beaucoup d'ailleurs dans son passé. C'est la raison pour laquelle vous avez les hiéroglyphes et pas mal d'autres écritures qu'on a retrouvées sur le continent africain, qui sont les premières des manifestations justement de la volonté de l'homme de transcrire par écrit ce qu'il pense, ce qu'il peut dire de manière orale. Donc, je ne suis pas d'accord. L'Afrique n'a pas une tradition que de l'oralité. Elle a une tradition de l'écrit également. Et des ouvrages comme cela montrent que la pensée africaine peut tout à fait bien s'exprimer dans des ouvrages également. Vous pouvez trouver ces livres-là, soit en contactant directement Wilfrid Ekanga ici, et je pense que c'est le canal le plus indiqué. Vous lui écrivez simplement sur sa page, il pourra vous répondre. Commandez les livres, commandez les ouvrages, lisez, vous n'avez absolument rien à perdre en lisant ces ouvrages-là. Ça va simplement élargir le champ de vos connaissances et faire reculer le champ peut-être de certaines ignorances ou de certaines incompréhensions que nous pouvons avoir. C'est important de le faire. Une fois que j'ai présenté donc cet ouvrage, je vous parlais d'Hamzat Boukari Yabara, qui a commis un ouvrage qui s'appelle Africa Unite. C'est le docteur Hamzat Boukari Yabara qui est donc le président de la Ligue panafricaine Umoja, une organisation dont je suis militant et coordonnateur de la section France. Voilà. Trêve donc de présentation. Je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Wilfrid, naturellement, quand tu es là, tu peux intervenir à tout moment, quand tu veux. N'hésite pas à faire des compléments, des ajouts, si jamais il y a des éléments qui En tout cas, je vais commander un ou deux livres chez Wilfrid Ekanga, là. Il a l'air intéressant, ce type. Donc, j'aimerais bien le rencontrer physiquement. Tu as fait une superbe présentation de sa part. Je pense que s'il était là, il te remercierait grandement. Donc, voilà, sinon... Je n'en doute pas. Et donc, le panafricanisme, qu'est-ce que c'est donc au final? Pourquoi est-ce qu'on parle de panafricanisme aujourd'hui? D'où vient le mot panafricanisme? Comment on arrive à penser donc qu'il faut évoquer une idéologie qui s'appellerait donc le panafricanisme? On va, dans cette première partie, essayer de se concentrer donc sur les origines du panafricanisme. C'est important de prendre le temps de bien savoir d'où nous vient le panafricanisme, comment est-ce qu'il naît.
Une fois qu'on a planté bien le décor sur la naissance et les origines de cette idéologie qu'est le panafricanisme, on pourra donc évoluer par la suite sur l'évaluation, sur l'analyse de la situation du continent aujourd'hui et même de hors du continent, c'est-à-dire de la diaspora africaine, pour savoir ce que c'est que le panafricanisme actuellement. Marcus Garvey est un nom qu'il faut absolument retenir si on veut parler de panafricanisme. C'est un nom fondamental dans l'histoire de notre mouvement, dans l'histoire de notre lutte, dans l'histoire de notre quête. Une quête simplement pour la liberté. Marcus Garvey a eu une déclaration dans un de ses ouvrage d'ailleurs qui a été rédigé après sa mort par l'une de ses épouses, Amy, qui nous dit donc en substance et en proverbe qui me semble très prophétique. Amy Dani Basson, Amy Jack Garvey, il faut préciser, la femme de Marcus Garvey. Parce que quand tu dis Amy, certains vont aller chercher chez Amy Dani Basson. Faut leur préciser que c'est une autre Amy. Elle s'appelait Amy Jack. Et elle a pris le nom de là-bas autant de substances qu'on pourrait trouver donc chez Amy Jack Garvey, qui a donc fait la compilation des textes de Marcus Garvey, des textes qu'il écrit pour son organisme, pour son organisation, qui était donc l'UNIA. C'est le fondateur de l'Universal Negro Improvement Association, une association qui veut donc simplement travailler pour l'émancipation, l'évolution et l'élévation de la race noire. Donc c'est Marcus Garvey qui rédige donc une déclaration qui me semble prophétique et qui dit « L'avenir du noir hors de l'Afrique s'épelle, pas s'appeler, mais s'épeler, comme vous épelez votre nom, s'épelle ruine et désastre. » C'est une citation fondamentale et particulièrement puissante de Marcus Garvey. L'avenir du noir hors de l'Afrique s'épelle ruine et désastre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez un noir, vous le mettez hors du continent africain, dans le contexte dans lequel Marcus Garvey vivait, il vous dit peu importe le rang que vous allez occuper, peu importe l'élévation que vous aurez, peu importe votre degré d'intelligence, peu importe votre fortune, peu importe vos diplômes, votre avenir va toujours s'épeler ruine et désastre. C'est la confrontation à l'une des problématiques majeures à laquelle a donné lieu l'évolution de l'Occident. Webb Dubois l'appelle la ligne de démarcation entre les races, entre les couleurs. C'est la question du racisme. Donc pour lui, une fois que le noir est hors du continent africain, il est à la merci de tout le monde. Il est à la merci de toutes les autres races. C'est la raison pour laquelle il dit donc, Marcus Garvey, l'avenir du noir hors du continent africain s'épelle ruine et désastre. J'ai pris cette citation pour entamer mon propos à dessein, parce que aujourd'hui, on est forcé de constater que l'avenir du noir, pas seulement hors de l'Afrique, mais partout sur la planète, sur la surface du globe, s'épelle ruine et désastre. Et c'est ça la réalité qui pousse donc les Africains à se dire nous devons nous battre pour essayer, un temps soit peu, de regagner notre dignité, notre liberté, de regagner notre indépendance et d'appliquer notre destin. Si vous allez faire le constat simple, c'est que partout où vous allez sur le continent africain aujourd'hui, dans le nord du continent, notamment dans le Maghreb et même en Mauritanie, qui ne fait pas partie forcément du Maghreb, l'esclavage est encore pratiqué. C'est-à-dire, il y a encore des Africains qui sont réduits au statut de sous-homme, au statut de bien, et qui sont traités comme tels. C'est des réalités que nous vivons encore aujourd'hui. Nombreux sont les vidéos qui nous parviennent de la Libye, de la Tunisie, du Maroc et autres, où les nôtres sont encore traités tels des bêtes de somme. Donc, l'avenir de cet Africain-là n'est pas simplement celui que Marcus Garvey a décrit hors du continent africain, mais même sur le continent africain, on fait encore face aux mêmes problématiques. C'est certainement quelque chose que nous ne vivons pas tous quand nous sommes en Afrique subsaharienne, mais qui sont des réalités bien connues pour ceux qui ont le malheur d'essayer de prendre il y a de l'écho, me dit-on. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir que j'utilise un micro. Donc, je pense, peut-être Wilfried, si c'est peut-être lié à toi, si tu fermes ton micro, peut-être ça va empêcher qu'il y ait cet écho-là. Donc Wilfried, je sais pas si tu es là, si tu veux bien fermer ton micro pendant que tu n'as pas la parole. Ah ben, les autres entendent très bien. Donc, on va continuer. Non, Marcus Garvey dit donc simplement que c'est aujourd'hui, tant à l'extérieur du continent africain, les cas de George Floyd et autres, les cas de racisme qu'on voit en Chine, en Inde et autres, à chaque fois, on a toujours énormément
de mal à comprendre pourquoi justement la race noire est celle qui fait face toujours à autant de difficultés, à autant de mépris de la part des autres races, à autant de façon de considérer que l'homme noir finalement de façon de considérer que l'homme noir finalement lui qui n'a pas mis les pieds sur le continent africain, c'est également ce qu'il vit sur le continent africain lui-même. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter comment ça se passe avec les dictatures, ce n'est pas moi qui vous fera le discours ici sur comment est-ce que nous avons encore de la difficulté à avoir accès à l'eau, à l'éducation, à la santé. Je n'ai pas besoin de rentrer dedans. Donc, l'avenir de l'Africain d'une manière globale est encore un désastre aujourd'hui, mais c'est le résultat d'une politique pensée par l'impérialisme occidental. Et cet impérialisme occidental-là a si bien travaillé qu'aujourd'hui, la lutte qui est menée pour le panafricanisme est une lutte dont on ne comprend même plus le sens à un certain moment donné. Pourquoi? Parce que toutes sortes d'aventuriers, toutes sortes de turiféras, de toutes sortes d'idéologies possibles viennent tenter de s'approprier le panafricanisme pour le décrire comme étant une chose maîtrisée, connue et pratiquée par des gens qui n'ont jamais eux-mêmes prononcé le mot panafricain quelque part. Je vais vous faire un exemple très simple, vu que nous avons parlé des liens avec notre pays, le Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, ou avec l'Afrique d'une manière générale. Monsieur Biya, qui est un président en exercice au Cameroun depuis 42 ans, qui n'a jamais prononcé le mot panafricanisme dans aucun de ses discours, mais qui surtout est le président le plus absentéiste de tous les rassemblements africains. En 42 ans, tenez-vous tranquille, Monsieur Biya a participé uniquement à 3 sommets de l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, créée donc en mai 1963. Il arrive au pouvoir en 82. De 82 à aujourd'hui, ça fait 43 ans d'exercice du pouvoir. Monsieur Biya s'y est rendu 3 fois. Au total, 3 fois. Et si vous voulez comparer cela avec les données de son prédécesseur, Amadou Ahidjo, en 18 ans, parce que l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, fondée en 1963, ne naît donc que 3 ans après l'indépendance du Cameroun, après que Monsieur Biya, Monsieur Ahidjo, soit arrivé au pouvoir en 1960 en tant que président du Cameroun par l'aide de la France. On y reviendra peut-être par la suite en parlant donc de France-Afrique et de panafricanisme. Mais le parallèle est cinglant. Monsieur Ahidjo, donc le président Amadou Ahidjo, en 18 ans donc d'exercice du pouvoir, pendant que l'OUA est formé, donc jusqu'en 1982, de 1963 à 1982, Monsieur Ahidjo, le président Amadou Ahidjo, a participé à 17 des 18 sommets possibles auxquels il pouvait aller. 17 des 18 possibles. Et donc, ça montre toute la différence. Et même l'approche, quand bien même on dirait que Amadou Ahidjo n'était pas un panafricaniste, on doit quand même reconnaître qu'il avait un certain penchant pour les sommets où on parle justement de l'avenir de l'Afrique, pour s'y rendre et pour y défendre la place du Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le préambule de la constitution du Cameroun précise que le Cameroun travaille dans une optique du panafricanisme parce qu'il est conscient que ce n'est que dans l'édification d'une unité de plus en plus croissante entre les peuples africains que notre véritable libération et émancipation pourra voir le jour. Voilà donc pourquoi il est important de rappeler que quelqu'un qui n'a jamais participé qu'à 3 sommets de l'Union africaine en 43 ans ne peut en aucun cas être défini comme un panafricaniste. Ce n'est absolument pas possible. Même par miracle, ce n'est pas possible du tout. Il n'a jamais foulé les pieds au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc ça, c'est une autre donnée que je vous communique comme ça. Jamais M. Biya ne s'est rendu à Addis Abeba. Même le professeur Moïse Kamto, qui n'est pas président en exercice donc du Cameroun, s'y est quand même rendu, ne serait-ce qu'au moment où il fallait déposer le recours du MRC auprès des institutions africaines. Ça montre également le penchant panafricaniste du MRC parce que c'est les seules instances vers lesquelles un recours formel, donc juridique, a été déposé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc au niveau de la Cour africaine de justice, pardon. Le MRC s'inscrit donc dans une logique du panafricanisme, c'est la raison pour laquelle moi je le rejoins. Donc ce décor étant planté. Il faut d'ailleurs préciser, avant que tu ne poursuives, avant que tu ne poses les fondations, il faut d'ailleurs préciser que ce qui présente Paul Biya comme un panafricain sur les questions éthiopiennes
se sont moqués de Maurice Kamto du fait qu'il soit allé déposer les fameux recours auprès des instances africaines. Il est assez incongru de voir que ceux qui présentent leur leader comme étant le chantre du panafricanisme n'aient pas compris le bien fondé justement de déposer une problématique africaine auprès des instances africaines les mieux agréées sur la question. C'est comme si quelqu'un, voilà, je sais pas, c'est comme si quelqu'un dit qu'il est ingénieur agronome et il se moque de celui qui va chercher des engrais et des tracteurs et des outils, en fait, pour labourer un champ. À se demander, mais si on ne laboure pas, si on ne cultive pas au moyen de tracteurs, d'engrais et de matériel agricole, avec quoi va-t-on cultiver? Donc c'est la petite nuance à apporter pour préciser que Paul Biya n'est tellement pas panafricain que ses ouailles sont surpris du fait que quelqu'un ait recours